Salut à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Johan Dev. Je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci, aujourd'hui, on va encore une fois et on va revenir finalement à nos premiers amours. On va s'intéresser à un sujet particulier que l'on va essayer de mettre en place dans notre application Symfony. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, dans le titre, on va s'intéresser au stockage d'objets. Alors, vous le connaissez probablement si vous avez déjà utilisé les services d'Amazon, c'est par exemple Amazon AWS S3. Mais pas que, il y a d'autres providers qui vous permettent de stocker sous forme d'objets et souvent, on va dire, compatible avec le protocole d'Amazon, le fameux protocole S3 qui pratiquement de fait finalement est devenu un espèce de quasi-standard. Donc aujourd'hui, on va essayer de mettre ça en place dans une application Symfony. Vous allez voir qu'on va y aller par étapes. On va créer une espèce de simili-application et on va monter les couches comme ça petit à petit jusqu'à au final stocker nos fichiers dans du stockage objet et vous allez voir qu'on ne va pas le faire chez Amazon, on va utiliser une autre petite technique. Mais avant de débuter, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le bon moment pour le faire. N'oubliez pas d'activer les notifications, ça aide énormément la chaîne et je remercie ceux qui sont déjà abonnés, merci vraiment infiniment. N'oubliez pas aussi, si la vidéo vous plaît, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et encore mieux, laissez un commentaire. Je ne peux hélas pas répondre à tout le monde, mais je lis absolument tous les messages et je vous en remercie. Allez, on se met en mode tuto, trêve de blabla, on va pouvoir débuter. Donc là, vous avez sous les yeux le service d'Amazon S3. Et comme je vous le disais en introduction, nous n'allons pas utiliser Amazon S3. Parce que si vous voulez reproduire la chose chez vous, il va falloir que vous créez un compte Amazon AWS et que vous laissiez votre carte bancaire, même si vous souhaitez utiliser les parties dites gratuites d'Amazon. Et je sais que certains d'entre vous, et vous avez raison, sont réticents soit à utiliser les services d'Amazon, soit à laisser sa carte bancaire, quand bien même il ne serait pas débité. Donc on va utiliser une autre solution aujourd'hui qui s'appelle Min.io. Et on va la faire fonctionner, vous allez le voir tout à l'heure, avec Docker. On va pouvoir héberger notre propre serveur de stockage objet sur notre machine. Comme ça, on va pouvoir expérimenter le système. Et puis, vous pourriez comme ça imaginer dans une version plus en production, finalement, de ne peut-être pas utiliser Min.io, mais AWS S3 ou un autre fournisseur de stockage, S3 ou pas d'ailleurs, ça pourrait être autre chose. Ce que l'on va voir aujourd'hui fonctionne aussi différemment. Alors, pour ça, on va se créer évidemment un petit projet Symfony. Pour que vous puissiez, si vous avez envie de reproduire ça chez vous, il vous faut évidemment alors moi je le fais dans un environnement Linux, si ça vous intéresse d'ailleurs, je suis en train de vous préparer quelque chose sur l'environnement de travail Linux pour Symfony, donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse parce que je suis en train de vous préparer quelque chose. Donc pour ma part je travaille sous Linux, mais ce que je vous dis là est transposable évidemment. Donc j'ai besoin de la CLI Symfony parce que c'est très pratique, j'ai besoin évidemment de PHP, j'ai besoin de Docker et j'ai besoin de Docker Compose, c'est les seul prérequis finalement que l'on va utiliser aujourd'hui. Allez, on va débuter tout de suite, on va se créer notre petit projet Symfony qui va être le support de notre découverte finalement du stockage objet. Donc on va se faire un petit le micro me gêne, je vais le régler, voilà. Symfony New, on va l'appeler Object Storage. Et on va mettre -- full pour dire qu'on veut la version complète de Symfony avec tout ce qui va bien pour fabriquer un petit site web. Donc là évidemment ça dépend de la rapidité de votre connexion. Moi avant j'avais la fibre, depuis quelques semaines je n'ai plus la fibre et donc je suis obligé de patienter un peu plus qu'avant, mais c'est pas plus mal. Et on va rentrer dans le répertoire de notre projet. Parfait. On va sans plus attendre ouvrir ce petit répertoire dans un éditeur de code. Personnellement, j'utilise Visual Studio Code. Je zoome pour que vous puissiez y voir un peu mieux. Parfait. Maintenant, on va avoir besoin, pour notre application, pour notre exemple, d'une base de données MySQL.
Alors comme on a Docker sous la main, on ne va pas s'embêter, on va utiliser Docker pour faire fonctionner une base de données MySQL. Et pour ça, on va utiliser la CLI de Symfony qui nous offre un petit utilitaire. Donc on fait Symfony console et on va lui dire tout simplement make Docker et database. Et là, la Symfony CLI, elle est sympa. Elle nous dit quel type de base de données vous voulez. Nous, on va dire qu'on veut du MySQL. Donc, on choisit l'option 0. Quelle version de MySQL? Bon, nous, on laisse la dernière version et c'est terminé. Ça, en fait, si on va regarder dans notre code, ça a rajouté un fichier qui s'appelle dockercompose.yaml et qui est le fichier qui va nous permettre de lancer notre base de données MySQL. Et plus tard, vous verrez, on va venir ajouter ici notre serveur de stockage de fichiers en mode objet. Donc maintenant que notre Docker Compose est généré automatiquement par la CLI de Symfony, on va le lancer en faisant un Docker Compose up-d. Et là, automatiquement, il va lancer le nécessaire. Donc là, il me dit qu'il y a des trucs orphelins parce que j'ai fait des essais précédemment. D'ailleurs, écoutez, on va essayer de nettoyer un petit peu tout ça. Docker Compose, mais ça, vous n'aurez pas à le faire sur votre poste, je pense. Voilà, au moins comme ça, on est propre. Donc là, j'ai lancé la base de données. Regardez ce qui se passe si j'ouvre mon projet Symfony. Donc je fais Symfony open .local et en fait, automatiquement, il devrait m'ouvrir le projet Symfony, sauf que, bené comme je suis, je n'ai pas lancé le serveur Symfony grâce à la CLI de Symfony. Donc on va tout de suite faire un Symfony serve -d pour le lancer en daemon, c'est-à-dire en tâche de fond. On fait ça, parfait, il va nous le lancer sur le port de disponible le 8000. Et là, je refais la commande Symfony open .local et automatiquement, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est dans un autre onglet, mais il m'ouvre automatiquement mon projet Symfony. Et ce qui peut être intéressant, c'est que si vous allez voir ici dans les serveurs paramètres, vous allez voir qu'il a déjà injecté toutes les informations pour votre base de données. En fait, la Symfony CLI va lire automatiquement, va comprendre qu'il y a un Docker Compose à la racine du projet. Il a détecté qu'il y avait une database et du coup, il est allé renseigner automatiquement les informations. Vous n'avez plus besoin, avec cette technique-là, d'aller modifier un .env, .local ou autre chose. Donc c'est très pratique. Pour le coup, là, il n'y a pas de modification à faire. On est tranquille. Parfait. Donc là, ok, on a créé le squelette, on va dire, de notre application Symfony. On a créé notre conteneur Docker MySQL. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir travailler. Donc maintenant, on va se créer une petite entité. Ça sera la seule et l'unique, parce qu'aujourd'hui, c'est juste un espèce de support pour tester le stockage objet. Donc on va se créer une petite entité. Symfony console make entity. Et on va l'appeler comment? On va l'appeler fichier. Voilà, on va être très original aujourd'hui. Vous allez voir qu'on va aller faire des choses très compliquées. C'est pas vrai. Et donc, on va pas trop se prendre la tête sur les noms. Là, on va dire Symfony console make entity et le nom de l'entité, c'est fichier. Il nous demande, quel est le nom du premier champ et on va l'appeler tout simplement nom. Ça sera le nom de notre fichier ou un petit commentaire qu'on voudra bien saisir. Vous allez voir tout à l'heure, on va rajouter d'autres champs, mais pour le moment, on met juste celui-ci. On le met de type string, 255, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il peut être nul dans la base de données? On va répondre non, on ne veut pas qu'il soit nul dans la base de données. Est-ce qu'on a d'autres champs à ajouter? Pour le moment, non. Donc on fait entrée. Et là, il nous dit qu'il faut qu'on crée la migration. Donc on va appliquer cette consigne. On va faire Symfony console make migration. Donc là, il va nous créer les fameux fichiers de migration. Alors là, qu'est-ce qu'il me dit? Alors attendez, vous savez ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que j'ai une vieille version, je pense, du projet qui tourne. Donc on va faire quelque chose. On va virer les anciennes bases de données. Hop. Ça, vous n'avez pas besoin de le faire. Voilà. Et je vais recréer les bases de données. OK. Cette fois-ci, je fabrique les migrations
j'ai plus le message d'erreur. Donc vous n'aurez pas le message d'erreur, hein. C'est parce que moi, j'avais préparé les choses avant de tourner la vidéo. Donc là, j'ai fait mon Make Migration et donc maintenant, eh bien, il faut que j'applique mes migrations. Pour ça, je vais faire Symfony Console, Doctrine, Migration, Migrate, D2.m. Je fais Entrée, il me demande est-ce que je suis OK, attention, ça va modifier la base de données. Je mets Yes. Et désormais, c'est bon, j'ai bien ma base de données qui a été créée. Maintenant, on va essayer de se créer un espèce de petit back-office, de petite interface, on va dire, qui va nous permettre bien de, plus tard, d'uploader notre fichier. Et on ne va pas se prendre la tête, on va utiliser un petit bundle très sympathique qui permet de faire ça, qui est EasyAdmin. Pour l'installer, rien de plus simple, on fait un composer require easycorp/easyadmin-bundle. On installe le petit bundle de EasyAdmin, vous allez voir que ça va aller logiquement assez vite. Et ensuite, il va falloir que l'on fasse deux petites choses pour lancer finalement la création de notre petite interface de gestion rapidement. La première chose à faire, ça va être de nous créer ce qu'on appelle dans l'univers EasyAdmin, mais ce n'est pas le sujet du jour EasyAdmin. Si le sujet vous intéresse, sachez que je vous propose bientôt quelque chose, un contenu particulier sur EasyAdmin que je travaille depuis plusieurs semaines. J'ai hâte de vous présenter ça, il va falloir encore un petit peu attendre. Mais vous allez voir, un EasyAdmin, là, ça va nous permettre en quelques secondes d'avoir quelque chose qui nous permette comme ça de maqueter très rapidement quelque chose. Donc on va faire EasyAdmin, alors Symfony Console. Je parle trop vite. Make 2.admin, et on va lui dire qu'est-ce qu'on veut créer. On veut créer un dashboard. Dashboard, comme ça. Hop là. Il me demande comment est-ce qu'on veut l'appeler. On va tout laisser par défaut. On ne se prend pas la tête. Et regardez déjà, si je vais sur notre petite application et que je rajoute un /admin, sans le A majuscule, sinon là, ça ne va pas fonctionner, bien sûr. Eh bien, j'ai déjà une première partie d'interface. Maintenant, je vais vouloir gérer notre entité fichier, elle s'appelle comme ça, hein, dans EasyAdmin. Donc pour ça, on va faire un make admin CRUD. Pour lui dire, on va créer un petit CRUD. Il va me dire, bien, quelle entité? Il s'avère que j'en ai qu'une seule, donc je lui dis, bien, je veux que tu me fasses l'entité fichier. Comment je veux l'appeler? Où est-ce que je veux enregistrer le fichier? On laisse tout par défaut. Parfait. Maintenant, il faut aller un petit peu dans le code. On n'a pas grand-chose à faire dans le code, mais il faut quand même aller modifier 2-3 petites bricolettes dans le code. En fait, dans le répertoire src, contrôleur, on a un nouveau répertoire qui a fait son apparition qui s'appelle admin. Et c'est ce répertoire-là, finalement, qui stocke tous les contrôleurs de notre EasyAdmin. Et on va ouvrir le contrôleur du dashboard contrôleur. Et c'est ici qu'on va faire un lien pour expliquer qu'il faut qu'il rajoute un menu vers l'interface de gestion de notre entité fichier. Donc on va lui dire qu'il s'appelle fichier. Bon, on ne va pas modifier l'icône qui est des icônes font awesome et on va dire que c'est fichier tout simplement. Et là regardez, c'est la magie. Si je réactualise la page de EasyAdmin, j'ai un nouveau petit menu fichier qui fait son apparition. Et là, il me dit qu'il n'y a pas de résultat trouvé. Bien, c'est normal puisqu'on n'a pas pour le moment ajouté de fichier ou quoi que ce soit. Mais si je fais add fichier, vous voyez que je peux d'ores et déjà créer un fichier. Alors pour le moment, j'ai qu'un champ nom, mais imaginez, on pourra tout à l'heure faire la partie du upload. Donc là, je vais juste créer cette entrée-là toute seule et on voit que dans le fichier, bien effectivement, ça m'a bien créé une entrée qui a l'ID 1, c'est normal, qui a le nom, la colonne nom, il y a marqué test. Donc ça, c'est juste un petit bonus, on va dire, avec EasyAdmin. C'est juste que ça permet rapidement de faire ça. On n'a pas besoin de se créer tout le CRUD à la main. Au moins comme ça nous fait gagner beaucoup de temps, surtout pour une démo comme celle-ci. Maintenant, c'est bien beau d'avoir ce formulaire, mais rappelez-vous l'objectif. On veut stocker un fichier en mode objet. Donc, à un moment donné, il va falloir qu'on manipule un fichier. Il va falloir qu'on upload un fichier. Et pour ça, on ne va pas s'embêter non plus, on va utiliser un bundle que vous connaissez très probablement qui s'appelle le Vitch Uploader Bundle qu'on va installer tout simplement en faisant un composer require vitch/uploader-bundle. Donc on va s'installer ce petit bundle. Pour le moment, on n'en est pas du tout encore à se poser la question du stockage objet. Là, on en est juste à rajouter un petit champ d'upload, tout simplement. C'est l'objectif. Donc là, on va appliquer les recettes, on met yes.
Et ça nous applique eh bien, les recettes qui vont avec le composant Vich Uploader. Parfait. Pour faire fonctionner notre Vich Uploader, on a un petit peu de paramétrage à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire. Vous allez voir, Vich Uploader, il fonctionne assez simplement. Si on va dans le répertoire config package, on a un nouveau fichier qui fait son apparition qui s'appelle vich_uploader.yaml. Et là, il va falloir que l'on crée eh bien, simplement un mapping, c'est-à-dire quand je vais appeler ce mapping-là, je vais vouloir que tu stockes les fichiers à tel ou tel endroit. Donc nous, on va décommenter l'exemple qui est ici. Voilà, on le décommente. Nous, on ne veut pas stocker des products, mais on veut stocker des fichiers. Et on va ensuite simplement spécifier eh bien, quelle destination on va vouloir stocker les fichiers. Donc nous, on va le stocker dans /fichier. Et elles seront finalement stockées dans le répertoire public. Et on va juste mettre ici hop, un petit fichier. Donc, si vous avez bien compris ce que je suis en train de faire, hop, voilà, nos fichiers vont aller, quand ils seront uploadés, dans un répertoire qui se trouvera dans le répertoire public et dans un sous-répertoire qui s'appelle fichier. Alors, il est entendu que dans la vraie vie, tous ces paramètres-là, ça serait bien plutôt de les retrouver dans des fichiers .env. Donc, pensez à faire ça un peu plus proprement. Là, c'est vraiment pour vous faire un espèce de petit proof of concept, un petit POC comme on dit. Donc, on ne va pas aller dans les détails. On fait ça juste pour pouvoir démontrer un petit peu le stockage d'objets. C'est quand même l'objectif. Pour faire fonctionner Vich Uploader et pour expliquer à notre entité qu'il va falloir déjà qu'il y ait des champs pour stocker les chemins vers les fichiers, il va falloir les rajouter, et expliquer à Symfony que désormais cette entité, elle va prendre en charge d'une certaine façon un champ Vich Uploader, il faut qu'on aille modifier notre entité fichier. La première chose à faire, c'est qu'il y a 2-3 petites choses que l'on doit ajouter dans les use de notre entité. Vous allez voir, je vais le rajouter, vous allez comprendre ensuite à quoi ça sert. Donc ici, on importe eh bien, le composant HTTP Foundation File de Symfony, on va en avoir besoin juste en dessous. Et ensuite, on importe eh bien, le Vich Uploader Mapping Annotation, qu'on renomme en Vich. Et on va l'utiliser ça pour le coup juste en dessous pour expliquer à Symfony que cette entité, eh bien, elle utilise Vich, elle est uploadable, comme ça. Et ensuite, il faut qu'on se rajoute eh bien, 2 champs. Un champ qui ne va pas être mappé avec la base de données, qui va recevoir finalement les métadatas et les propriétés du fichier, et faire le mappage avec ce qu'on a créé précédemment dans la configuration de Vich Uploader. Et puis enfin, le vrai champ qui va être persisté, celui-ci en base de données, avec eh bien, le chemin vers le lieu de stockage finalement, ou l'image, le nom de l'image que l'on va uploader. Donc là, je n'ai ni plus ni moins pris que ce qu'il y a dans la documentation de Vich Uploader. Je ne vous la mets pas à l'écran forcément, mais regardez, c'est vraiment du copier-coller. Donc c'est ce que je vous disais ici. On crée un premier champ qui n'est pas mappé. D'ailleurs, vous voyez, j'ai copié-collé vraiment la petite doc qui fait partie de la documentation officielle de Vich Uploader. Et ici, dans Mapping, eh bien, c'est ici qu'on utilise le nom qu'on a utilisé précédemment dans le Vich Uploader YAML. Fichier ici. Donc, c'est ici qu'on lui explique, eh bien, maintenant, je veux que tu appliques ce mapping-là. Et on lui dit que le file name property, je veux que tu stockes cette propriété-là du fichier. On pourrait d'ailleurs stocker d'autres propriétés, la taille, des choses comme ça. Mais nous, là, ce qui nous intéresse, c'est juste le nom du fichier. Eh bien, je veux que tu le stockes dans le champ image name. Et ça tombe bien. Juste en dessous, on définit le image name qui est ici, qui est un string, tout simplement. Et enfin, vous vous en doutez, il nous faut aussi rajouter les getters et les setters pour ces petites ajouts. Donc de la même façon, c'est exactement un copier-coller de ce qui provient de la documentation de Vich Uploader. Donc ici, il y a le set image file qui reçoit un fichier, puisque c'est là qu'on va uploader le document, le getter qui va avec, et le image name où on va stocker finalement le nom de l'image et le getter qui va avec. Donc on enregistre ça parfaitement, et comme on vient de modifier notre entité, l'habitude que vous devez avoir tout de suite quand on modifie une entité, c'est d'aller fabriquer des migrations. Donc on va remonter dans l'historique, on va faire un Symfony Console Make Migration, parfait. Et ensuite, on va appliquer ces nouvelles migrations en faisant un Symfony Console Doctrine Migration Migrate. Pareil, il nous demande si on est OK.
on lui dit yes. Et là, on est pas mal. Maintenant, il faut qu'on adapte un petit peu notre EasyAdmin parce que pour le moment, si j'actualise ici, vous allez voir qu'il y a effectivement une nouvelle colonne qui fait son apparition, le image name, mais pas le image file. Et donc si je vais dans add fichier, à aucun moment je peux uploader quoi que ce soit. Donc on va aller légèrement modifier le fichier du CRUD, le CRUD controller, le fichier CRUD controller qui a été généré tout à l'heure. Je vais dézoomer un petit peu ici. Et on va expliquer à EasyAdmin précisément comment est-ce qu'il doit fonctionner. Parce que là, il fonctionne en mode automatique, mais là, on va rentrer en mode plus ou moins manuel. Donc nous, on ne veut pas afficher l'ID, on s'en fiche. Est-ce qu'on a besoin d'un text field? Oui. Je pense que le nom, hop, on va le mettre en text field. Parfait. Alors ça, on n'en a pas besoin, c'est les exemples. On va se rajouter, qu'est-ce qu'on va se rajouter comme champ? On va se rajouter un champ qu'on va appeler aussi text field. Alors ça peut paraître un petit peu contre-intuitif, mais vous allez comprendre. Donc il faut qu'on lui donne un nom, c'est-à-dire le champ en question, donc ça va être image file. Donc ça c'est le champ, rappelez-vous, qui n'est pas mappé avec la base de données. Hop là. Et quel label on va lui donner? On va lui dire upload. Ok, jusque-là, tout va bien. Et là, il faut qu'on lui précise, quel formulaire, c'est-à-dire quel aspect doit avoir ce champ-là. Donc on va lui dire un set form type. Et dans la définition en question, on va lui dire qu'on veut du which image type. Donc on va lui dire, on veut que tu utilises le which image type et on lui dit class. Parfait. Et ce champ d'upload, on veut qu'il soit visible uniquement sur les formulaires. Parfait. On met une petite virgule et on va à nouveau définir un troisième champ, parce que là c'est pour la partie upload, mais pour la partie entre guillemets visualisation. Et là on va lui dire que c'est un image field. Hop, on lui dit new, parfait. Comment est-ce qu'on va l'appeler? Le champ c'est image name, rappelez-vous, c'est le champ qui est persisté dans la base de données. Le petit label, on va lui dire que c'est le fichier, finalement c'est ce qui nous intéresse, et puis on va pouvoir lui mettre quelques petites options. Notamment une, je suis passé en majuscule, qui est le set base pass. Et en gros, ça va expliquer à EasyAdmin quel est le chemin par défaut où il s'attend à trouver les images. Et rappelez-vous, nous tout simplement, on l'avait mis dans /fichier, parce que c'était dans public, donc c'est le répertoire /fichier. Donc il va s'attendre à trouver dans un répertoire /fichier l'image qui va être ici, le nom du fichier qui va être stocké tout simplement. Et enfin, on ne veut pas que ce champ-là s'affiche sur les formulaires. Donc on pourrait faire évidemment beaucoup mieux, mais là on va rester très simple. On va retourner ici dans notre EasyAdmin, on va réactualiser, et bon évidemment là vous allez voir ça coince, parce qu'on n'a pas uploadé de fichier. On va supprimer notre petit exemple et on va faire add fichier. Le nom, on va marquer test1 et on va aller choisir un petit fichier. Je vais aller dans Images, Démo et je vais prendre le fichier téléchargement. Et je fais Create. Et là, vous voyez que effectivement, ça m'a bien créé ici notre image. On la voit bien. Et si on va voir dans notre arborescence de fichiers, dans Public, on a bien un répertoire qui s'appelle Fichier et ça nous a bien stocké le fichier. Bon. Là, vous allez me dire, c'est très bien, c'est ce qu'on fait classiquement, toujours dans une application Symfony. Mais là, l'objectif, c'est d'aller stocker ailleurs le fichier. C'est d'aller le stocker dans un stockage objet qui ne serait pas à côté de mon application. Doucement, on y va, vous inquiétez pas. Mais pour y aller, il va falloir qu'on se rajoute une petite couche d'abstraction. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que là, actuellement, c'est VitUploader qui récupère l'image et qui accède à votre file system et qui dépose, je simplifie, mais qui dépose directement le fichier. On va mettre une couche au milieu qui va s'appeler File System. C'est une librairie PHP et il y a un bundle pour Symfony qui va venir rajouter une espèce de couche d'abstraction. Finalement, VitUploader ne va plus savoir exactement comment on va être stocké ça. On va simplement lui expliquer adresse-toi à File System et c'est lui qui va s'occuper du stockage. Donc là, on va faire un truc qui a priori sert à rien, c'est qu'on va installer File System, on va le paramétrer pour que ça ait le même comportement qu'actuellement. Mais
on va décharger d'une certaine façon VTubeLoader de comment est-ce que je dépose le fichier quelque part. Et dans un second temps, vous allez voir qu'on va utiliser File System pour lui dire, alors désormais toi, plutôt que de stocker localement avec le file system, tu vas aller le stocker sur un serveur de stockage de type objet. Donc on va y aller étape par étape. Donc la première étape, c'est d'installer le fameux File System Bundle. Donc on fait un composer require lig/fly system-bundle. On lance l'installation avec notre ami Composer. Ensuite, est-ce qu'on veut appliquer les recettes d'installation? Yes. On répond yes, évidemment. Et il va y avoir, vous allez voir, une petite partie de configuration. D'ailleurs, ils nous le disent directement ici. Ils nous disent, pensez à configurer vos propres storage dans config package flysystem.yaml. Donc, eh bien, allons tout de suite dans le répertoire config package flysystem.yaml. Et vous voyez que par défaut, il y a déjà pratiquement ce qui nous intéresse. On a un nom de storage qui va être, on va le laisser en défaut storage. Adaptateur local, ça veut dire que tu enregistres dans le file system de l'application en question. Et enfin, eh bien, où est-ce que je suis censé le stocker? Donc nous, on ne va pas vouloir le stocker dans var storage. On a dit qu'on voulait reproduire le fonctionnement actuel. Donc on va vouloir stocker ça dans public fichier, tout simplement. Donc on peut enregistrer cette première configuration de File System. Mais maintenant, il faut qu'on indique à VTubeLoader qu'il doit utiliser File System. Donc pour ça, vous allez voir qu'on doit rajouter dans VTubeLoader ici, on doit lui expliquer, eh bien désormais le storage que tu dois utiliser, c'est File System. Hop, File System, comme ça. Et enfin, il faut qu'on, ici dans le upload destination, on n'a plus besoin de spécifier le répertoire, mais on va lui dire tu dois utiliser le default storage qu'on avait créé, rappelez-vous, dans la configuration File System. Donc on lui dit, eh bien, tu dois t'adresser désormais à File System et tu dois utiliser le default storage. Donc là, on explique à VTubeLoader, eh bien, exactement ce qu'il doit faire. Donc, c'est bien beau. Allons tester ça tout de suite, vérifions que ça marche bien. Donc on va rajouter un deuxième petit fichier, on va l'appeler test2, choose file, on va prendre le deuxième fichier qui est ici et on va faire create. Et vous voyez que tout continue de fonctionner comme si de rien n'était, tout fonctionne normalement. Donc là, on a mis en place tous les éléments qui vont nous permettre maintenant d'aller configurer le stockage objet. On a toutes les briques, il ne reste plus qu'à les connecter les unes aux autres. Cependant, il nous manque quand même une dernière brique. Pour faire notre petit POC, il nous manque notre serveur de stockage objet. Et comme on a notre ami Docker sous la main, eh bien, nous allons l'utiliser évidemment pour monter notre petit serveur de stockage objet. Et donc, on va utiliser la solution que je vous ai présentée rapidement tout à l'heure et qui s'appelle Minio. Donc on déclare un nouveau service qu'on appelle Minio. L'image, l'image Docker c'est Minio/Minio. On crée deux variables d'environnement qui vont nous être utiles, vous allez voir tout à l'heure. Aujourd'hui l'idée c'est pas de rentrer dans comment est-ce qu'on paramètre Minio, c'est juste pour vous faire une démonstration. Mais j'explique quand même rapidement. Donc on crée deux variables d'environnement pour setter finalement les accès route au dashboard de Minio. On fait un petit mappage pour faire persister les données de Minio, donc ça va nous créer un répertoire data dans notre application. On passe une petite commande au serveur Minio pour lui expliquer que la console, donc le dashboard d'administration, tu vas me l'exposer sur le port 9001, et puis ensuite on mappe les ports à l'intérieur du conteneur vers l'extérieur du conteneur. Et donc on mappe le port 9000 et le port 9001 pour pouvoir y accéder depuis notre machine directement. Donc là, eh bien, il faut qu'on démarre à nouveau notre Docker Compose. Voilà, et donc là, logiquement, et automatiquement, vous avez vu, il nous crée un Object Storage Minio 1, donc il nous crée bien notre petit serveur Minio. D'ailleurs, allons tout de suite vérifier que notre serveur fonctionne. On va aller sur le port 9000, et automatiquement, boum, il nous redirige sur un écran de connexion. Et d'après vous, quels sont les logins mots de passe? Eh bien, c'est celui-ci, access 1234 et secret 1234. Et là, on se log à notre serveur Minio. Parfait. Il va falloir que l'on crée
un espace de stockage, on va appeler ça un bucket. C'est exactement la même terminologie que dans l'univers AWS, hein, exactement. Donc pour ça, on va ici dans Buckets, on va faire Create Buckets, on va l'appeler fichier tout simplement, hein, on ne va pas se prendre la tête et on va faire Save. Donc là, on a créé notre premier bucket. Comme aujourd'hui, on ne veut pas s'embêter à paramétrer min.io, hein, ce n'est pas le sujet du jour, on va être hyper open sur les accès et on va mettre que c'est un accès public, tout simplement. Évidemment, hein, vous pouvez après aller beaucoup plus loin dans les paramétrages, mais là l'idée aujourd'hui, c'est pas de regarder comment est-ce qu'on paramètre un serveur de stockage d'objets. Mais voilà, pour ne pas vous embêter, mettez l'access policy sur public et vous serez tranquille. Maintenant, c'est super, on n'est pas loin, on a tout ce qu'il faut. Il faut brancher maintenant tout cet ensemble. Il faut brancher notre application, qui est ici, avec notre petit serveur de stockage d'objets local qui tourne grâce à Docker. Merci Docker. Donc on va retourner dans notre petit terminal et on a un petit quelque chose quand même à installer. C'est-à-dire que pour expliquer à Fly System comment utiliser un stockage d'objets de type S3, parce que je ne l'ai peut-être pas suffisamment dit, mais le serveur de stockage d'objets qu'on a mis en place, il est compatible S3. Grosso modo, pour une application, c'est comme si on s'adressait à AWS S3. J'exagère, mais c'est exactement tous les mêmes protocoles d'accès. Il y en a d'autres, hein, Google a son propre système, etc., etc. Mais là, on a le même système que S3 de chez Amazon. Et donc pour ça, eh bien, on va installer une espèce d'extension, ou en tout cas pour expliquer à Fly System comment utiliser S3 de AWS. Donc on fait un composer require lib flysystem-aws-s3-v3. Donc on installe cette petite librairie supplémentaire. Impeccable. Donc maintenant, on a 2-3 petites choses à faire dans notre code. La première chose qu'il va falloir que l'on fasse, c'est que l'on paramètre, entre guillemets, notre client S3 pour notre application Symfony. Pour ça, il faut que l'on aille dans config, service.yaml, et ici, on va déclarer comment est-ce qu'on utilise notre serveur AWS. Donc là, hop, je vais le copier-coller pour gagner un peu de temps. Donc là, on lui dit, donc, quand tu vas utiliser AWS S3 Client, voici les arguments que je veux que tu utilises. Version latest, région, donc là, peu importe, en fin de compte, on pourrait mettre n'importe quelle région puisqu'on n'est pas chez Amazon, donc dans l'absolu, on n'en a pas besoin. Le endpoint, c'est ici que l'on donne l'adresse de notre serveur. On est bien d'accord que dans la vraie vie, vous ne le mettriez pas dans le fichier service.yml, vous l'aurez mis dans votre fichier .env. Et de la même façon, pour les credentials, vous ne les aurez pas mis directement ici. Là, c'est pour la démonstration, on ne se prend pas trop la tête. Parfait. Donc là, on a configuré d'une certaine façon notre client S3. Maintenant, il faut qu'on configure Fly System pour lui dire d'utiliser S3. Donc on va aller dans Package, flysystem.yml, et on va créer finalement un nouveau stockage. Et ce nouveau stockage, on va l'appeler AWS Storage. Mais on aurait pu l'appeler Toto, Tata, ce qui vous plaît. Hein. On lui dit qu'on veut un adaptateur de type AWS et on lui dit, et ça c'est très important, on lui dit le client que tu dois utiliser, c'est AWS S3 Client qu'on vient de paramétrer juste avant. Et enfin, on lui dit que dans le cas qui nous concerne, dans le cas de ce storage-là qui est du AWS Storage, mais on aurait pu mettre encore une fois ce que l'on veut, tu vas aller stocker ça dans le bucket qui s'appelle fichier. Et enfin, il nous reste à modifier notre paramétrage de Vich Uploader, parce que désormais, on ne veut plus aller sur Default Storage, mais sur AWS Storage. Et vous avez vu là, le côté pratique, hein, c'est que pour Vich Uploader, on n'a plus rien à changer parce que finalement, tout est quasiment fait par Fly System. Parfait. Alors, on a une petite adaptation à faire dans notre CRUD controller. Vous allez comprendre pourquoi dès que je veux être dans le code. Hop, le fichier CRUD controller ici, c'est que le chemin de base, ici, ça ne va pas être /fichier. Ça ne sera plus ça. Ça sera désormais notre serveur de stockage objet qui va nous servir les images. Donc ici, encore une fois, je vais mettre le chemin en dur, mais rappelez-vous, hein, ça c'est quelque chose qui doit arriver par les variables d'environnement, hein, certainement pas comme je suis en train de le faire. Et on rajoute ça ici. Et maintenant, allons faire un essai.
essayons d'uploader. Donc là, évidemment, hein, si je rafraîchis, là, les images ne sont plus là, c'est normal, hein, parce qu'on a changé les chemins. Donc on va les supprimer pour que ça ne nous pique pas les yeux d'avoir ces images-là qui ne chargent plus. Ok, allez, faisons un nouveau tentative. On va l'appeler test 3, on va choisir un fichier, celui-ci, on fait ouvrir et on fait create. Et là, vous avez vu qu'automatiquement, ça marche, c'est tout de suite. Si je clique ici, ça agrandit mon image. Et désormais, si je vais dans le dashboard de mon serveur de stockage objet, il me dit bien que j'ai un bucket, que j'ai 627 kilooctets qui sont utilisés et que j'ai un objet. D'ailleurs, si je parcours ici, j'ai bien mon image, il n'y a pas de souci, le fichier qui est là. Regardez, si j'upload une deuxième image, hop, add fichier, qu'on va appeler test 4, on va chercher, hop, bon, celle-ci, peu importe, et que je fais create, pareil, ça marche. Et si j'actualise, eh bien, la console ici, il me dit quoi? Total object 1. Alors pourquoi est-ce qu'il me dit qu'un seul? Logiquement, il y a bien les deux. Bon, c'est un bug d'affichage à mon avis, mais on a bien nos deux fichiers ici. Il n'y a pas de problème. Le dashboard ici, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il ne se rafraîchit pas? Bon, écoutez, peu importe. Un petit bug d'affichage, je suppose. En tout cas, quand on explore le bucket fichier, on voit bien qu'il y a les deux fichiers ici. Et d'ailleurs, les images ici, elles proviennent... est-ce que... Hop, j'aimerais vous montrer ça. Elles proviennent... hop... Vous voyez, on a bien les URL ici, elles proviennent bien de notre bucket sur l'adresse 127.0.0.2.9000 qui est bien le port de notre serveur de stockage objet, tout simplement. Voilà, il y a un petit temps de rafraîchissement, mais ça y est, c'est à jour. Donc vous avez vu, pas très compliqué finalement de mettre en place du stockage objet. Allez, je repasse en plein écran comme ça. Vous avez vu avec 2-3 petits outils, avec VTuploader, avec Fly System, on a pu mettre en place comme ça en, allez, ça fait quoi, 35 minutes que je parle, on a pu mettre en place du stockage objet dans une application Symfony. Et grâce à Fly System, vous allez pouvoir facilement passer d'un système à un autre. Là, on a fait avec S3, mais si demain vous devez basculer sur un autre système, Google par exemple, eh bien, avec le Fly System, vous allez pouvoir comme ça, facilement déplacer ça. Et vu que vous avez créé une abstraction à VTuploader, vous n'avez pas grand-chose à changer dans votre application. C'est quasiment transparent pour le reste de votre application. Surtout si vous ne faites pas ce que j'ai fait là et que vous mettez les choses comme il faut dans les variables d'environnement. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait un petit moment que je n'avais pas sorti une vidéo comme ça, un petit peu plus technique. Mais ça me fait plaisir et j'espère que vous aussi, moi j'aime bien faire ça. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. N'hésitez pas à nous laisser vos retours d'expérience. Si vous utilisez déjà du stockage objet, si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, abonnez-vous et moi je vous donne un rendez-vous mardi à 18 h pour l'hebdo de la semaine et je vous donne rendez-vous le week-end prochain, samedi à 9 h pour une nouvelle vidéo sur un sujet que je ne sais pas encore lequel il sera. En tout cas, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres et à très bientôt. Ciao.